Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité parlementaire poursuit les débats sur le texte de loi de finances de 2021 et réponse du ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, aux sénateurs. La situation épidémiologique en chiffres avec le dernier bilan des autorités sanitaires et puis on fera un tour dans les transports publics, notamment le tramway d'Alger où des opérations de désinfection sont effectuées tout au long de la journée. Et si la pandémie a mis au ralenti plusieurs secteurs, celui de l'industrie du livre n'est pas épargné, même si certaines éditions annoncent la sortie de nouveaux ouvrages, les ventes ne décollent pas pour autant. Et puis on vous emmènera à Jijel découvrir la biodiversité marine de sa côte ouest et dans un total changement de décor, nous irons au sud du pays dans un road trip de plusieurs centaines de kilomètres, rencontrer un groupe de 50 férus de trek en moto et autres 4x4 qui se sont donné rendez-vous. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition avec l'actualité parlementaire au Conseil de la Nation. Poursuite aujourd'hui des débats sur le texte de loi de finances de 2021 en séance plénière présidée par le président du Conseil par intérim, Salah Koudjil. Les réponses du ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, aux sénateurs. Les membres du Conseil de la Nation ont entamé hier le débat du projet de loi de finances 2021, élaboré dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la pandémie de la Covid-19 et une crise économique mondiale. L'ancien ministre de la Communication, Abdelrachid Boukerzaza, décédé hier à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie, sera inhumé aujourd'hui au cimetière de Garidi à Cuba. Le défunt a occupé le poste de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement en 2007 et celui de ministre délégué chargé de la ville en 2006. Il a également été membre de l'Assemblée populaire nationale pour le Parti du Front de Libération nationale et secrétaire général de l'Union nationale de la jeunesse algérienne entre 1977 et 1986. Il était enseignant à l'université de Constantine. La situation épidémiologique en Algérie, 1005 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 627 guérisons et 19 décès ont été annoncés hier par les autorités sanitaires. Pour plus de détails, écoutons le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Four. Aujourd'hui, lundi 23 novembre 2020, nous allons vous donner un point complet sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés, ils sont comme suit: 1005 nouveaux cas, 606 nouvelles hospitalisations, 627 patients guéris, 46 patients en soins intensifs et 19 décès. Avec la notification de 1005 cas nouveaux au cours de 24 dernières heures, le taux d'incidence au cours de 24 dernières heures est de 2,3 cas pour 100 000 habitants, sachant que 14 wilayas n'ont pas déclaré du tout de cas au cours des 24 dernières heures, 14 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 20 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 19 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouveaux malades hospitalisés au cours de 24 dernières heures, leur nombre est de 606 nouveaux patients hospitalisés donc, durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 49 421, dont 627 patients guéris au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 46 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, nous passons toujours le même message: faites attention à votre santé, respectez les mesures de prévention, restez vigilants, respectez le lavage des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et au vu de cette situation sanitaire, les campagnes de sensibilisation sont de plus en plus fréquentes. C'est le cas notamment à Naama. Plusieurs opérations de sensibilisation mais aussi d'inspection sont organisées par les équipes de la direction du commerce en collaboration avec la police nationale dans la région, ciblant ainsi plusieurs commerces. Commentaire Walid Yousfi. Nous sommes à Naama,
Et ici, les autorités locales multiplient les campagnes de sensibilisation et de prévention. Les équipes de la direction du commerce, accompagnées par les forces de la police nationale, effectuent des rondes régulières dans les commerces de la région et vont même jusqu'à sanctionner ceux qui ne respectent pas le protocole sanitaire mis en place. Vous pouvez nous aider à combattre ce virus en sensibilisant les clients pour respecter les gestes barrières. Il y a des personnes qui ne portent pas leur bavette. On leur refuse l'accès. Il faut que tout le monde respecte les consignes sanitaires. Dans certains cas, on dresse un procès verbal aux commerçants et dans d'autres cas, on procède à la fermeture des commerces qui ne respectent pas les consignes sanitaires. Contribuer à la lutte contre la pandémie, c'est aussi une mission que s'est fixée la radio locale, et ce à travers la diffusion de plusieurs émissions spécialisées. Nous présentons des émissions et des reportages pour sensibiliser le maximum d'Algériens. Nous mettons en avant les procédures administratives mises en place contre les commerçants qui ne respectent pas le protocole sanitaire. Un protocole sanitaire qui doit être respecté rigoureusement par l'ensemble des Algériens. Une prise de conscience collective est alors plus que primordiale pour pouvoir endiguer la propagation du coronavirus. Et vous êtes nombreux à emprunter les transports en commun pour vos déplacements. Pour votre sécurité sanitaire, les agents du tramway d'Alger effectuent plusieurs opérations de nettoyage par jour afin de préserver votre santé, ce qui ne vous empêche pas de rester quand même vigilant au respect des gestes barrières. Marim Damis. Pour assurer la protection aux passagers du tramway d'Alger, les agents de désinfection effectuent plusieurs opérations de stérilisation tout au long de la journée, à l'intérieur et à l'extérieur des wagons. Les usagers de leur côté doivent respecter le protocole sanitaire mis en place. Nous sensibilisons les passagers sur l'importance des gestes barrières. Et je voudrais leur passer un message. S'il vous plaît, mettez vos masques à l'intérieur du tramway, même si vous montez pour un seul arrêt. On doit être tous solidaires pour faire face à ce virus. Nous désinfectons tous les lieux, à partir de la station de Wissou jusqu'à Degana, de 8h jusqu'à 21h. Depuis la rentrée sociale, le travail est devenu très dur pour les agents du tramway qui veillent minutieusement à l'application des gestes barrières. Pour ce faire, la CETRAM a renforcé le personnel en mobilisant plus de 80 contrôleurs. Nous devons appliquer les gestes barrières. Le port du masque et la distanciation physique sont obligatoires. Concernant le tram, d'ailleurs, comme vous le voyez dans le tramway, le gel est disponible. Mais le plus important, c'est la conscience du peuple. Je pense oui. Le plus important, c'est le chab. Depuis la fin du mois de septembre, nous avons remarqué un relâchement de la part des usagers face au respect des mesures préventives. Ces mesures ont pour objectif de préserver leur santé. Nous devons collaborer tous ensemble pour endiguer cette pandémie. Quant au respect des gestes barrières, la conscience des Algériens reste de mise pour endiguer la propagation de la Covid-19. Et les annonces sur la mise au point de nouveaux vaccins se multiplient et les premières vaccinations sont attendues dans quelques semaines, d'abord aux États-Unis puis en Europe. L'Organisation mondiale de la santé espère que l'équipe scientifique internationale qu'elle a montée pour trouver les origines du virus qui a provoqué la pandémie de Covid-19 pourra se rendre sur le terrain en Chine bientôt. En France, un allègement gradué des restrictions imposées pour lutter contre le Covid-19 est attendu aujourd'hui à la faveur d'une baisse des contaminations, une stratégie des petits pas adoptée par d'autres pays d'Europe occidentale, en Amérique du Nord. Au contraire, la pandémie reste en expansion, les contaminations progressent de manière exponentielle aux États-Unis et la situation est jugée extrêmement sérieuse par les autorités de la province canadienne de l'Ontario. Le Sahara occidental, avant qu'il ne soit un territoire, c'est d'abord l'histoire d'un peuple avec ses traditions et ses coutumes. Un peuple sahraoui qui n'a eu de cesse de réclamer son droit légitime à disposer librement de son destin et de son devenir. Ce peuple aujourd'hui souffre encore d'une machine coloniale dépassée qui n'est plus en phase avec la réalité, qui perpétue une tradition expansionniste. Sami Benchir. Elle est belle, cette résistance sahraoui. Belle
opiniâtre, puisant sa ténacité d'une aspiration à la liberté toute saharienne. Une aspiration bafouée d'abord par la domination de l'Empire espagnol, 7 décennies durant. Ensuite par cette occupation du royaume marocain qui, 45 ans après, ne semble toujours pas en disposition d'emboîter le pas de la modernité onusienne, celle de la légalité internationale et africaine, impliquant l'intangibilité des frontières. Engoncé dans un féodalisme d'un autre temps, le Makhzen court depuis sa sortie du protectorat français derrière des moulins à vent. Le projet chimérique d'un grand Maroc qui marcherait sur les pas de ses protecteurs d'hier, tuteurs d'aujourd'hui, à grand renfort de pillage de ressources d'autrui, de violences policières et d'impunité judiciaire. Au fait de ce projet expansionniste, l'ONU n'en piétine pas moins dans son application du principe d'autodétermination au Sahara. Résolution de l'Assemblée générale à l'appui. Influencée par le lobbying français-espagnol, la mission chargée d'organiser le référendum détourne systématiquement le regard devant les violations marocaines constantes et continues des droits de l'homme au Sahara, ainsi que de l'accord même du cessez-le-feu. Le retard dans la désignation d'un envoyé spécial onusien depuis le forfait d'or scolaire explique ce retour à la confrontation armée qui met désormais les Nations Unies devant leurs responsabilités. Si tous les rapports officiels font état depuis 1975 déjà du consensus écrasant parmi les Sahraouis autour d'une opposition à l'intégration dans tout pays voisin, il incombe donc pour l'organisation de respecter un droit qui figure dans l'article 1er de sa charte, le droit inaliénable des peuples de disposer d'eux-mêmes et de fixer définitivement une date pour un référendum qui devrait délivrer ce qu'on appelle la dernière colonie d'Afrique. Toujours dans le dossier sahraoui, le président de l'association sahraoui des victimes des mines, Aziz Haïdar, a affirmé que les milliers de mines antipersonnelles et anti-chars plantées par les forces d'occupation marocaines à proximité du nouveau mur construit récemment à la région d'El Guerguerat constituent un véritable danger pour la vie des civils sahraouis. Le nouveau mur construit par le Maroc le 13 novembre en cours s'étend de l'ancien mur de sable jusqu'aux frontières mauritaniennes où des milliers de mines ont été plantées afin d'interdire l'accès des citoyens sahraouis à cette région utilisée comme passage des camions transportant les marchandises depuis les villes sahraouis occupées. Et puis les réactions internationales qui se poursuivent. L'Association internationale des juristes pour le Sahara occidental a appelé la communauté internationale et les différents États à relancer immédiatement l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, et le département fédéral des affaires étrangères suisse appelle à la nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. Le Forum du dialogue politique libyen entame sa deuxième série de discussions sur les élections. Objectif discuter des critères de sélection d'une autorité exécutive unifiée au cours de la période préparatoire précédant les élections. Cette deuxième série de discussions s'achèvera mercredi pour permettre aux participants d'étudier les options présentées au cours de la réunion virtuelle. La représentante spéciale par intérim du secrétaire général et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Stéphanie Williams, a salué les progrès réalisés lors de la première série de rencontres en personne en Tunisie, en particulier les consensus qui ont été atteints sur la feuille de route pour la période préparatoire sur le choix du 24 décembre 2021 comme date des élections. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui sa première réunion virtuelle sur la guerre au Tigré à la demande de l'Afrique du Sud, du Niger, de la Tunisie et de Saint-Vincent et les Grenades. Premier réel échange formel depuis le déclenchement de l'opération militaire éthiopienne au Tigré qui a entraîné la fuite de plus de 40 000 personnes vers le Soudan voisin. Cette session qui se tient à huis clos intervient alors que le président de la région dissidente du Tigré dans le nord de l'Éthiopie a affirmé hier lundi que son peuple était prêt à mourir au lendemain d'un ultimatum de 72 heures lancé par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed aux dirigeants tigréens pour qu'ils se rendent.
G20, Antonio Guterres se dit déçu des résultats du sommet pour la dette et le climat, même s'il a salué les engagements liés au vaccin contre le Covid-19, à faire des vaccins un bien public mondial. Sur la dette, le secrétaire général trouve le communiqué insuffisant, souhaitant voir des initiatives plus globales sur la dette et la liquidité, et que cette suspension doit s'élargir à des pays à revenus moyens en grande difficulté et soit étendue jusqu'à fin 2021. Le G20 ne l'a pas suivi, se bornant à vouloir examiner cette question au printemps. Sur la question du changement climatique, les grandes puissances du G20 se bornent à promettre de faire face aux défis environnementaux les plus pressants, ce qui ne reflète pas le mouvement mondial constaté dans le milieu des affaires et parmi plusieurs gouvernements à l'égard de la neutralité carbone. On revient en Algérie et si la pandémie a mis au ralenti plusieurs secteurs, celui de l'industrie du livre qui n'a pas été épargné, même si certaines éditions annoncent la sortie de nouveaux ouvrages. Les ventes ne décollent pas pour autant. Certaines librairies innovent pour écouler leur stock, surtout avec l'annulation du Salon international du livre cette année. Des prix très attractifs sont proposés pour les mordus du livre, mais pas que. Reportage Leila Benaïcha. Attirer les lecteurs dans les librairies. Gros dilemme cette année à cause de la Covid-19. La plus grande librairie d'Algérie, en l'occurrence le Sila, n'a pas ouvert ses portes. Certains éditeurs ont trouvé une parade. L'éditeur Barzakh, qui a pignon sur le boulevard Sidi Yahya avec sa librairie L'Arbre à dire, a créé l'événement avec une braderie. On a organisé donc une braderie au niveau du trottoir extérieur à la librairie où on a mis en place un chapiteau et donc sur 5 jours cette braderie s'est mise en place et donc vous avez des promotions qui vont de 50 à 70% sur une partie du fonds des éditions Barzakh. Les prix de 200 à 1200 dinars, l'Arbre à dire a bradé ce jour-là 50 titres. Ça va durer jusqu'à épuisement, histoire d'alléger le stock et motiver des acheteurs potentiels. C'est vrai que la situation des éditions est très dure, très compliquée, mais ça a permis aussi à certaines personnes d'avoir accès à des livres qui sont, par exemple, en temps normal à 1500 dinars, vous pourrez les trouver à 700 ou même 500 dinars. Vous êtes content de ce que vous avez trouvé? Oui, oui. Que pensez-vous des prix de ces livres bradés? Bradés, bon, il était affiché à, je crois, 800 dinars, bon, c'est à 400 dinars. Bon, c'est encourageant, hein. C'est encourager les gens à s'intéresser, surtout à s'intéresser, parce que les gens maintenant, ils sont coincés par le prix. Trouver un livre à 1000 ou à 1500 dinars, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est ça qui... Mais encourager les gens, c'est intéressant de brader. Et pas uniquement cette édition, normalement même d'autres éditions doivent faire des concessions pour encourager les gens à acheter. Coucou a emboîté le pas à Barzakh et a planté son slogan « Coucou fait son Sila 2020 ». 50 à 70% de réduction pour 20 titres cédés. On notera au passage la qualité des ouvrages et des auteurs. Il y a une édition qui s'est ajoutée donc, aux éditions Barzakh. Donc, vous avez les éditions Coucou qui sont aussi donc, disponibles au niveau de notre librairie, toujours avec le même concept, donc des livres promotionnels qui vont de 50 à 70%. Donc, en espérant aussi peut-être que d'autres éditions donc, se joignent à cet événement. La Covid-19 n'aura pas dernier mot sur la littérature. Les maisons d'édition ont appris à s'organiser et à s'adapter à cette nouvelle situation. La braderie, un concept qui tente de plus en plus d'éditeurs. La
La saison touristique dans le Sahara algérien s'annonce prometteuse. Focus ce midi sur un road trip pas comme les autres, 5e du genre depuis le début de la saison touristique dans le sud algérien. Un groupe de 50 férus de trek en moto ou autres 4x4 se sont donné rendez-vous sur un road trip de plusieurs centaines de kilomètres à travers le désert algérien. Objectif, faire connaître la beauté des sites touristiques du Grand Sud. Karim Haïfa. En solo, en couple ou entre amis, une cinquantaine de mordus de road trip sont venus de plusieurs wilayas du nord du pays pour profiter d'une expérience de voyage hors du commun sur les belles routes et les pistes à peine carrossables du Sahara algérien. Notre objectif est de promouvoir le tourisme saharien. Chaque fin d'année, nous organisons plusieurs road trips dans le sud d'Algérie. Celui qui n'a jamais mis les pieds dans le Tassili Najer rate beaucoup de choses. Il faut absolument qu'il vienne visiter cette région de toute beauté, un désert immense habité par des gens qui ont le cœur sur la main et qui n'attendent que l'essor du tourisme local. On a vécu une belle aventure en traversant plusieurs villes, à l'instar de Sétif, Biskra, Ouergla, Hassim Saoud, Inamenas, avant d'arriver à Elizi. Après un bivouac à la Belle Étoile, place à la compétition. Pilotes 4x4 et motards chevronnés prennent leur monture, avalant des kilomètres de sable fin en traversant des paysages à couper le souffle. Pour ceux qui nous regardent, je leur conseille juste de tenter cette expérience. À la clé, ils découvriront des paysages époustouflants. Tous les sites touristiques de la wilaya sont ouverts et accessibles. Les touristes sont les bienvenus, notamment ces touristes domestiques qui sont en fait le 5e groupe de touristes qu'on a reçu depuis le début de la saison touristique. Sachez que l'automne et l'hiver sont les saisons idéales pour chevaucher votre deux roues ou votre bolide. Alors n'hésitez pas à venir dans ces grands espaces encore vierges pour profiter d'un climat doux, de lieux peu fréquentés et vivre une des expériences les plus exceptionnelles qui puissent exister. Allez, on change complètement de décor et direction la côte ouest de Djidjel sur la frange côtière qui abrite de nombreux biotopes marins. Rahim Abdelaziz nous invite à découvrir cette biodiversité marine existante au niveau d'El Aouena et Ouled Bounar. Regardez. Des dauphins sillonnent la côte djidjelienne. Au fond, la corniche. Ancien marin-pêcheur, Chouaib évoque non sans amertume le déclin de la biomasse dans la zone de pêche de Djidjel qui s'étale sur plus de 80 km de côte. Tout près de l'ex-Fermandreux se profile le biotope du banc des Kabyles, un site d'importance internationale. Une riche avifaune peuple ces îlots, le goéland cendré et le cormoran y nichent et y nidifient. D'autres oiseaux migrateurs marins marquent chaque année une halte dans ces îlots, comme le pélican. D'une riche biodiversité marine, le banc des Kabyles constitue une nurserie pour de nombreuses espèces de poissons. D'importants récifs coralliens peuplent les fonds marins du banc des Kabyles. Posidonie, divers coraux et toute une gamme de micro-organismes marins indiquent la riche biodiversité existante au niveau de cette partie est de la côte djidjelienne.
Chouaib insiste sur la nécessité de protéger cette zone où certains petits métiers pratiquent une pêche sauvage, mettant en péril la faune et la flore aquatique du banc des Kabyles. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Arbi. Excellente suite de programme sur Canal Agen.